Bonjour, je suis Gilles Bernardo, président d'AFOCERT, et j'ai le plaisir de vous convier à visionner les temps forts du webinaire que l'Association des 20 organismes français de certification des produits, services et ouvrages de construction vous a proposé le 25 novembre dernier. Sur le thème Construction et investissement durable, résidentiel, tertiaire, aménagement, l'intérêt de la certification, 5 professionnels convaincus de la valeur ajoutée de la certification volontaire vous partagent leur expérience. Je vous souhaite un moment enrichissant et je vous donne rendez-vous sur votre site afocert.fr pour en savoir plus. Bon visionnage, merci. Un petit focus sur les labels. Alors, le Code de la commande publique, pour la première fois, consacre un article entier à la définition des labels et, à la condition et aux conditions de mobilisation de ces labels. Donc, ce qui est considéré comme des labels est clairement défini dans les articles du Code de la commande publique, la partie réglementaire. J'ai mentionné les articles. Ce qui est très important, c'est que ces définitions-là permettent aux acheteurs de se fonder sur les éléments qui sont précisés pour pouvoir exiger des labels dans le cadre des marchés. Et ce qui est très important à retenir, c'est que on considère comme étant des labels mobilisables dans le cadre des marchés publics, des labels qui répondent à un certain nombre de critères, notamment la procédure ouverte et transparente, des critères qui sont objectivement vérifiables, qui ne sont pas discriminatoires, et surtout l'intervention d'un tiers indépendant certificateur. Donc là, on rejoint les présentations qu'il y a eu tout à l'heure sur l'importance des certificateurs et des certifications qui sont proposées. C'est-à-dire que moi, acheteur public, je peux exiger un label dans mon marché public. Je laisse encore ouvert la possibilité aux soumissionnaires de me présenter toutes démarches équivalentes, dans la mesure où l'équivalence de cette démarche est bien fondée sur ces critères importants que sont les procédures ouvertes, transparence, la vérification par une tierce partie indépendante. C'est vraiment très important. C'est pour éviter le greenwashing et c'est fondamental. Et donc, encore une fois, l'acheteur qui exige un label et qui accepte, qui est obligé, donc il peut clairement citer le label, je peux très bien, mais on le verra tout à l'heure sur les exemples que je cite, il peut très bien citer un label, mais il est obligé d'inscrire ou équivalent et d'accepter tout label équivalent, c'est-à-dire tout label dont le niveau d'exigence contenu dans les référentiels serait équivalent à celui du niveau d'exigence que l'acheteur a fixé quand il a lui-même ciblé un label. Alors là, je voulais juste mettre un point également sur les rapports d'essai qui peuvent également être exigés comme moyen de preuve de la conformité à différentes exigences qu'on peut inscrire dans les marchés. Là également, la question de la vérification par un organisme d'évaluation qui est accrédité, donc la question du caractère reconnu, indépendant, est importante. Alors, on a vu que au titre du Code de la commande publique, des règles de la commande publique, les différentes possibilités, donc les spécifications techniques qui prennent en compte des considérations environnementales, les conditions d'exécution, les critères d'attribution. Comment est-ce que l'acheteur peut faire pour mobiliser ces différents leviers juridiques? Alors, il y a un aspect qui est vraiment fondamental, c'est la question du sourcing. C'est-à-dire que l'acheteur, il va penser le niveau d'exigence qu'il va pouvoir traduire dans son marché en fonction des échanges qu'il aura eus dans le cadre de la préparation de son marché avec les opérateurs économiques susceptibles de répondre, de manière à pouvoir évaluer la maturité de l'offre sur les enjeux qu'il aurait pu identifier sur le plan environnemental, afin de pouvoir traduire son niveau d'exigence dans les marchés, d'éviter avant tout marché infructueux. Si un acheteur met des critères qui sont beaucoup trop exigeants, enfin des caractéristiques, on n'est pas sur les critères d'attribution, des spécifications techniques, donc des obligations beaucoup trop exigeantes, et qu'en face, l'offre n'est pas au rendez-vous, si je puis m'exprimer ainsi, son marché sera infructueux. Donc, il faut véritablement qu'il calibre le niveau d'exigence et qu'il panache entre obligations, critères d'attribution pour différencier les offres les mieux disantes, en fonction de l'offre et du niveau de maturité qu'il aura pu identifier durant son sourcing. Si le sourcing a mis en évidence que, par exemple, moi, je souhaite acheter des produits qui répondent à un certain niveau de performance environnementale, donc je veux m'appuyer sur les écolabels, parce qu'en tant qu'acheteur public, m'appuyer sur un écolabel me facilite la vie et me sécurise juridiquement.
Eh bien, si mon sourcing a mis en évidence que l'offre est suffisante et que donc je ne serai pas discriminatoire en exigeant cet écolabel dans mon marché, dans ce cas-là, je l'exige au titre des spécifications techniques. Je peux soit considérer que les familles A, B, C, D doivent impérativement être écolabellisées, et donc je l'inscris au cahier technique, ou je peux également en faire une condition d'exécution et préciser que 10% en nombre ou en volume financier, tout dépend des caractéristiques du marché, 10% des produits doivent être écolabellisés. Je précise l'écolabel que je veux, mettons NF Environnement ou autre, et je précise ou équivalent. Cette exigence signifie que elle est réputée être acceptée sans réserve aucune par les soumissionnaires puis par les titulaires. On ne la vérifie pas au moment de la remise de offres. C'est une obligation, c'est comme une condition d'exécution, puisque c'est une spécification technique ou c'est une condition d'exécution. Et pendant toute la durée du marché, le titulaire est tenu de fournir les produits tels qu'exigés au cahier des charges. L'acheteur doit le vérifier en demandant notamment les certificats associés aux produits exigés, écolabellisés, importants certificats non échus et qui font expressément référence aux produits fournis dans le cadre du marché. Et ce n'est pas juste un certificat où on voit la mention de l'entreprise ou du fabricant. Et très important également, l'acheteur, dans la rédaction de son marché, il doit prévoir des pénalités proportionnées et suffisamment dissuasives pour éviter, là encore, le greenwashing. Les orientations qu'on donne à la DAE, à l'ensemble des acheteurs, ministères et établissements publics, c'est que, bien sûr, le sourcing est fondamental. En cas de doute, il vaut mieux avoir des exigences modestes, mais très précises et dont on est en capacité d'assurer la bonne exécution tout au long du marché, plutôt que d'intégrer beaucoup d'exigences, de ne pas vérifier, parce que c'est également une question de crédibilité de l'acheteur public vis-à-vis des opérateurs économiques susceptibles de répondre. Et c'est également une question de professionnalisme. On peut également associer à cette condition d'exécution un critère d'attribution, par exemple sur des labels qui seraient plus exigeants que ceux que j'ai exigés dans le cadre de mon marché, ou par exemple sur un volume de produits plus important que celui que j'ai exigé dans le cadre de mon marché. Le deuxième cas de figure où le sourcing met en évidence que l'offre n'est pas très mature, dans ce cas-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'acheteur doit être très vigilant pour ne pas trop restreindre la concurrence et ne pas finalement avoir une procédure qui est infructueuse. Et il doit également être très vigilant parce que si l'offre est insuffisante et qu'il met des exigences très fortes et que, mettons, seules une ou deux entreprises sont capables de répondre, on peut considérer qu'indirectement, c'est une façon de favoriser une entreprise plutôt qu'une autre. Donc, il est important véritablement de partir de l'état de l'offre pour pouvoir définir son niveau d'exigence. Donc, dans le cas où le sourcing met en avant une offre insuffisamment mature des principaux fournisseurs potentiellement candidats, l'acheteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mobiliser principalement le critère d'attribution. Nous avons cependant des recommandations très fortes, c'est-à-dire qu'on considère que si on intègre un critère d'attribution sur la valeur environnementale de l'offre, ce critère ne doit jamais être mobilisé tout seul, il doit être mobilisé en combinaison avec des exigences environnementales inscrites dans le cadre du marché. Ces exigences environnementales peuvent être minimales, tout dépend de l'offre du secteur, mais elles ne peuvent pas être inexistantes parce que si on met un critère et que aucune entreprise ne répond à ce critère, elles font le choix d'avoir 0 par exemple, et que, mettons qu'elles nous fassent des offres très compétitives sur les aspects de prix ou très intéressantes sur les aspects techniques, mais qu'elles choisissent de ne pas répondre sur le critère environnemental, eh bien l'acheteur va notifier des marchés qui ne seront pas porteurs d'une quelconque qualité environnementale. Donc cette combinaison obligation et critères d'attribution, elle est fondamentale et c'est la première recommandation quand on mobilise un critère d'attribution sur la valeur environnementale ou sociale. La deuxième orientation qu'on donne, c'est que le critère est mobilisé pour pouvoir dégager les offres les mieux disantes, c'est-à-dire pour être discriminant. Être discriminant, ça veut dire avoir une pondération suffisante pour pouvoir permettre aux offres les mieux disantes de se dégager
c'est-à-dire que le critère doit être à un minimum de 10% de la note totale d'attribution de l'offre. Et ce que je veux dire pour faire le lien avec les écolabels et les certifications, c'est que, admettons qu'on ait un critère sur la qualité environnementale d'un produit, en moyen de preuve, on peut demander la fourniture d'écolabels de certification qui viennent appuyer les allégations environnementales des entreprises. Donc voilà, je voulais simplement dire que les écolabels et les certifications sont très importantes pour les acheteurs parce qu'elles ce sont également des démarches qui sont gages de qualité intrinsèque technique des produits. Donc au-delà de la qualité environnementale, c'est également un gage de la qualité des produits, c'est également une sécurité juridique et une sécurité pour l'acheteur qui ne peut pas être spécialiste sur tous les sujets. Et enfin, au titre des marchés publics, aller vers des produits qui sont certifiés, aller sur des produits qui sont labellisés, c'est aussi utiliser le levier de la commande publique pour encourager, appuyer les démarches vertueuses des opérateurs économiques en s'appuyant notamment sur le travail des certificateurs.